Chers amis, avant de démarrer cet entretien avec Idriss Aberkan, je vous rappelle que pour fêter le passage des 200 000 abonnés de notre chaîne YouTube Omerta, nous vous offrons avec Régis Le Sommier la diffusion d'un de nos grands reportages dans une semaine sur cette chaîne YouTube dans son intégralité. Alors vous avez le choix entre 3 documentaires: La ligne de feu réalisée en Ukraine, Kaboul année 0 réalisé en Afghanistan et Gilets jaunes, colère noire. Pour voter, c'est très simple, vous nous indiquez en commentaire de cette vidéo votre préférence et dans une semaine, le reportage qui aura recueilli le plus de votes sera diffusé dans son intégralité sur cette chaîne YouTube. Ces 3 grands reportages, comme plus de 40 grands reportages, sont à retrouver en exclusivité sur notre application mobile Omerta. L'application mobile Omerta, elle est unique en son genre et elle vous permet d'avoir accès à l'ensemble des contenus produits par nos équipes en France et à l'étranger sur des problématiques que les autres médias ne veulent traiter ou sur des terrains sur lesquels ils ne peuvent aller. Cette application mobile, elle est téléchargeable via Apple Store, Google Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Nos équipes de journalistes ont besoin de votre soutien car Omerta ne perçoit aucune subvention. Abonnez-vous à cette application mobile. L'abonnement à cette application mobile, c'est 4,99 € par mois sans engagement. Votre abonnement est indispensable pour qu'Omerta continue à faire le travail que les autres médias ne veulent pas faire. Bon vote, bon visionnage et à très vite. Idriss Aberkan, bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir pour ce nouveau grand entretien. Alors vous êtes essayiste, conférencier et journaliste citoyen. Je signale à nos abonnés, à nos auditeurs que votre chaîne Scanderia a été lancée, chaîne YouTube a été lancée récemment, qu'elle connaît un grand succès et qu'on peut y retrouver l'ensemble de vos contenus, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai ma chaîne personnelle qui a été lancée il y a 4 ans et qui a passé le million d'abonnés, et Scanderia pour les revues de presse, le journalisme citoyen spécifiquement, qui passe les 200 000 abonnés bientôt. Parfait. Alors, pour ce grand entretien, la première question qui s'impose, c'est la question de l'actualité du week-end, c'est le retrait de Joe Biden. Alors, il y a beaucoup de médias mainstream, de journalistes d'ailleurs assez connus, de commentateurs politiques qui, on a l'impression, découvrent ce retrait pour lequel ce retrait finalement est une grande surprise. On sait que vous avez prédit ce retrait, vous analysiez la situation, enfin les problèmes de Joe Biden il y a déjà plusieurs mois et vous annonciez quasiment son retrait inéluctable de la course à la présidentielle américaine. Donc cette annonce de Joe Biden, est-ce que pour vous c'est une surprise ou c'était de toute façon inéluctable ? Alors, il y a une dimension surprise malgré tout. Donc, c'est vrai que ça fait même plusieurs années qu'on le prédit, qu'on l'annonce. Et je rappelle que ça avait été présenté comme une théorie du complot d'extrême droite. Je plaisante pas. Ce sont certains médias américains qui ont dit que l'extrême droite américaine propageait la théorie du complot selon laquelle Biden ne pourrait pas se représenter, ou qu'il serait sénile. En particulier que ce serait des deepfakes, donc dans des cheapfakes, c'est un mot qu'ils ont inventé, dans des cheapfakes, donc des fausses images par intelligence artificielle, mais qui sont cheap en plus, qui sont mal faites. Donc quand il tombait, c'était un cheapfake. Quand il appelait sa mère, c'était un cheapfake. Quand il lisait son prompteur qui disait repeat the line, pause, repeat the line, immédiatement, on avait du damage control de la part de la fact-checkosphère pour essayer de dire non, non, en fait, il a voulu dire let me repeat that line, ce qui est un mensonge. Et en fait, dès le début, la présidence de Biden a été entachée de très graves mensonges, notamment dans la presse. On sait par exemple que quand un stade entier a hurlé et a chanté Fuck Joe Biden, la presse a dit non, il chantait Let's Go Brandon. Ça a été un des grands premiers mensonges. Enfin, n'importe quel témoin pouvait constater que c'était bien Fuck Joe Biden qui disait. Et en fait, cet esprit Let's Go Brandon, il a perduré jusqu'à son retrait. Je peux vous donner plein d'exemples de ça. Le premier, bien sûr, c'est quand le passé de Joe Biden a ressurgi et que, en fait, cet homme présenté comme un ténor de la gauche s'est avéré être le plus gros optimiseur fiscal de l'histoire contemporaine américaine avec le Delaware et surtout être un raciste. C'est quelqu'un qui a déclaré si ça continue comme ça, si on admet trop de noirs dans les campus, mes enfants vivront dans une jungle raciale. Il a déclaré ça dans les années 70. On l'a ensuite blanchi comme homme de gauche, mais il n'était pas du tout à gauche. Il fréquentait d'ailleurs un gars du Ku Klux Klan, et la fact-checkosphère a tenté un fact-check, ce qu'on appelle du cyber-blurring, c'est-à-dire qu'ils ont titré, et vous le retrouvez encore dans Reuters, tout ce que je vous dis peut être retrouvé. Ils ont titré non,
Joe Biden n'a pas serré la main d'un grand sorcier du Ku Klux Klan. Alors moi, je suis allé voir le fact-check. Évidemment, je me suis dit, mince, je me suis trompé. Alors je vais voir. Et le fact-check dit, non, parce qu'en fait, le monsieur à qui il serre la main n'était pas Grand Wizard. Dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, que tout le monde connaît très bien d'ailleurs, il n'était que Cyclope exalté. Donc ça change tout. Donc Reuters titre, vous voyez, on a l'exemple suprême en matière de presse, d'abord d'une violation de la charte de Munich, droit du public à être informé, mais on a l'exemple suprême du je pisse dans ta poche et je dis qu'il pleut. Parce que, bon, l'information principale, c'est le type, il est de gauche soi-disant, mais il est pote avec un gars du Ku Klux Klan, puis très pote, hein, il va à ses funérailles, etc., il le salue. Voilà. Et en fait, la presse, pour faire du damage control, dit non, non, mais il n'était pas Grand Wizard, alors ça va bien. Sous-entendu, tout est faux. Si vous prenez le normie moyen, il voit l'article de Reuters, il va pas lire, il va juste voir le titre et dit, tu vois, t'as tort. Et ce cas, cet effet Let's Go Brandon, bah, on l'a vu jusqu'au bout avec la tentative d'assassinat de Donald Trump, où je rappelle que CNN a titré dans les heures qui ont suivi, Donald Trump évacué par le Secret Service après une chute. Littéralement. Alors là, c'est même plus une violation, c'est un viol en réunion. Là, c'est Buchenwald de la charte de Munich. Là, on a violé la charte de Munich, on l'a souillé là. Et CNN a fait ça. Donc quand Donald Trump disait Yo fake news, bah, il avait raison, puisque CNN a osé titrer, alors que tout le monde pouvait bien voir que c'était une tentative d'assassinat et qu'aujourd'hui Kim Cheetle, la patronne du Secret Service, est sur la sellette, pour avoir, de toute évidence, par au moins au minimum négligence, sinon malveillance, facilité cette tentative, et c'est ce que disent les députés américains, ce n'est pas moi, eh bien, on a CNN qui titrait ça. Donc, pour répondre à cette question qui en fait cache des tiroirs, oui, n'importe qui avait des yeux pouvait voir que le roi était nu. On est vraiment dans la pièce de théâtre, le roi est nu, les nouveaux vêtements de l'empereur. Mais la presse, une certaine presse, la fact-checkosphère, a tenté de le cacher pendant 4 ans. Ça faisait au moins 4 ans qu'on disait Biden, il passera pas, il est déjà sénile, il va pas bien. Et en 2022, j'ai réexhumé un de mes tweets où je disais, mais on le voyait qui tapait sur l'épaule de Barack Obama, qui savait plus où il était, et on était en 2022. Mais jusqu'à tout récemment, Joe Biden a dit, je vais me présenter. Je vais me présenter bien fort comme ça, et puis toute cette espèce de secte qui l'entoure a applaudi, et Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, elle cultivait un air blasé quand on lui demandait si Biden était bien sur le plan cognitif. Elle était là, oui, il est bien sur le plan cognitif, c'est lui le commandant en chef des armées, etc. Maintenant, il se Hmm. retire, et on l'a même pas vu depuis 48 heures. Donc, on est vraiment sur du mensonge aggravé, et puis quelque chose d'encore plus grave, qui est qu'on savait en effet qu'il n'était pas apte à exercer la fonction, ce qui signifie bien qu'elle était exercée pour lui par procuration. Donc, en définitive, son retrait, et c'est ça le plus grave, le plus cynique, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce développement, en fait, c'est que si Donald Trump n'avait pas survécu à sa tentative d'assassinat, il est extrêmement probable que Biden se serait présenté quand même extrêmement probable, et qu'il aurait exercé, soi-disant, comme prête-nom, le pouvoir exécutif un peu à la manière du pape Jean-Paul II, sur la fin. On se rappelle que les guignols de l'info se moquaient, on voyait deux cardinaux en mode Sylvester Stallone à côté qui lui offraient de la cocaïne. Mais on savait que le pape Jean-Paul II, paix à son âme maintenant, n'était plus du tout apte à exercer ses fonctions dans les dernières années. Ben, on aurait eu une sorte d'homme empaillé, comme ça, d'homme de paille, strawman en anglais, ou prête-nom aussi en français. Et c'est ça peut-être le plus cynique, comme a titré un quotidien européen. La balle a raté Trump, mais elle a tué Joe Biden. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Donc c'est à la fois très grave pour l'histoire de la démocratie américaine, qui a été bafouée, mais c'est aussi très grave pour l'histoire du journalisme, qui a été totalement bafouée également. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'analyse de ces grands hommes politiques, à prendre, comme vous l'avez fait, en compte des choses que les médias mainstream essaient un petit peu de cacher ou de faire passer pour dérisoires, des éléments psychologiques, une histoire familiale, la santé aussi, enfin des éléments personnels qui sont pris en compte quand il s'agit de Trump ou de François Fillon, par exemple, mais qui sont interdits à l'analyse quand il s'agit de Biden ou même de Macron, finalement. Oui, on voit un deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des médias citoyens. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Omerta a été attaqué, parce que vous avez tout un réseau qui a été très très bien cartographié, notamment par Amélie Ismaili, grande journaliste d'investigation. Je vous recommande de l'inviter un de ces jours.
Et tout ce réseau qui inclut notamment l'Institute for Strategic Dialogue au Royaume-Uni, lequel a touché de l'argent du fonds Marianne, hein, ce qui est complètement illégal en soi, hein, et en particulier de l'argent destiné à Samuel Paty. C'est encore plus grave. Mm. Eh bien, on a tout un réseau comme ça de la donc fact-checosphère qui réalise du terrorisme intellectuel, qui fait du name and shame pour toute personne qui oserait remettre en question le narratif dominant. Donc par exemple, quand Anne-Laure Bonnell avait osé rapporter la vérité, qui était que oui, les accords de Minsk n'avaient pas été respectés, oui, des citoyens russophones d'Ukraine avaient été discriminés, tués, persécutés, et que oui, ça avait joué un rôle dans l'invasion russe d'Ukraine par exemple, elle a été immédiatement persécutée. On a mis une cible sur son dos, avec notamment des politiciens français comme Raphaël Glucksmann, ce qui est d'autant plus intéressant que Papa Glucksmann, lui, soutenait les Contras, avait signé une pétition demandant à Ronald Reagan de soutenir les Contras, qui sont des criminels de guerre, des escadrons de la mort, donc c'est assez curieux. Mais en effet, on a ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a un narratif dominant qu'on ne peut pas contester. Et c'était valable pour la guerre en Irak, c'est toujours valable pour la guerre en Ukraine, c'est valable pour la sénilité de Joe Biden. Et une fois qu'on fait la transition, eh bien, on essaie de nous présenter ça comme évident. C'est-à-dire que là, déjà, on voit que le narratif a changé. D'ailleurs, les questions de l'âge. Il y a à peine une semaine, on nous disait l'âge n'est pas important. Et maintenant, dans la course présidentielle. Et maintenant que Joe Biden s'est retiré, alors là, tout de suite, on dit, ah, vous voulez parler d'âge? Bah, regardez l'âge de Kamala Harris et regardez l'âge de Donald Trump et vous verrez bien lequel a l'avantage. Et évidemment, tous les médias sont en train de promouvoir Kamala Harris comme un héros Marvel, ce qui est typique d'ailleurs dans la nomenclature américaine. C'est-à-dire, il faut des héros idéalisés, parfaits. Et en fait, comme la politique européenne s'est américanisée, puisque sur le plan géopolitique, l'Europe, c'est l'empire américain d'Orient. Enfin, on le voit, quand les Américains ont fait sauter Nord Stream, autre exemple. On sait, Seymour Hersh l'a complètement confirmé, que les Américains ont fait sauter le Nord Stream. Mais dans les semaines qui ont suivi cet attentat terroriste sur une infrastructure civile, hein, c'était pas une infrastructure militaire, eh bien, les médias interdisaient de le dire et disaient que c'était complotiste d'envisager la possibilité que ce fut quelqu'un d'autre que les Russes. Ce qui est complètement fou, puisque les Russes ont construit ce pipeline, c'est une infrastructure qui leur a coûté très cher, et il leur suffisait de le couper, de le fermer, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de le faire exploser. Et donc, on voit en fait que la politique vraiment européenne s'est américanisée. On a une comparaison entre l'empire donc romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. À la fin, à la chute de l'empire romain, il y avait Rome et Byzance. Bon, bah, aujourd'hui, il y a Washington et Bruxelles. Mais à la fin de l'empire romain, quand même, Byzance était inféodé à Rome. Après, enfin à Ravenne. C'était Ravenne d'abord, et puis ensuite il a pris son indépendance. Je ne pense pas que ça arrivera pour l'Union européenne, mais ce n'est pas le sujet de cette conversation, bien sûr. Mais on a eu la même chose avec Macron, en effet. C'est-à-dire que cette rhétorique Marvel, bah, on l'a dès qu'on nous présente un candidat. Donc, il faut un méchant, un gentil. C'est comme dans les bons westerns de John Wayne avec le chapeau noir, le chapeau blanc. Donc, il faut quelqu'un qui porte le chapeau noir, il faut quelqu'un qui porte le chapeau blanc. Et ça permet d'ailleurs de dominer les présidentielles. On le voit dans le cas français. On met le chapeau noir sur Marine Le Pen, Poutine-olâtre, etc. Et on met le chapeau blanc ensuite sur Emmanuel Macron, qui est parfait. C'est le Mozart de la finance, ce jeune homme pressé. D'ailleurs, là aussi, Amélie Ismaili a très bien enquêté. On retrouve la même rhétorique quand il a fallu propulser Gabriel Attal. Ce jeune homme pressé, il dort très peu, c'est un surdoué, bon, alors qu'il a obtenu certains diplômes par connivence, etc. Et donc, bon, pour Macron, c'était le Mozart de la finance, alors qu'il laisse aujourd'hui une France la plus endettée de toute son histoire, une France avec un taux de faillite de PME absolument spectaculaire, peut-être le plus élevé depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et, et une France qui est donc aujourd'hui à deux doigts d'être redressée par la Troïka, comme la Grèce dans les années 2009-2010. Donc, croire une seule seconde que c'est un Mozart de la finance, ce serait vraiment rêver éveillé. Mais les médias dominants, qu'on peut appeler vraiment les médias poubelles aujourd'hui, puisque c'est vraiment comme l'alimentation, que c'est comme manger une barre Mars ou un Kit Kat, vous savez. On sait que Nestlé, c'est vraiment pas une société particulièrement nutritive. D'ailleurs, Mediapart vient de révéler aussi les énormes malversations pour l'eau concernant Nestlé. Eh ben, en fait, on a des Nestlé de la presse. On a des Nestlé, des Monsanto de la presse qui fournissent de la malbouffe à leurs lecteurs, à leurs auditeurs. Et cette obésité qui est connue aujourd'hui dans le monde agroalimentaire, parce qu'aux États-Unis, bien sûr, entre le high fructose corn syrup et différentes huiles, graisses végétales hydrogénées, on a des taux d'obésité qui sont spectaculaires. Bah, aujourd'hui, on a des taux d'intoxication par la presse qui sont tout aussi spectaculaires. Et je termine sur des mensonges qui ont été véhiculés, qui sont de la désinformation pure, même par Joe Biden, à savoir Joe Biden
Je rappelle qu'il a été diagnostiqué positif au Covid dernièrement. En tout cas, c'est ce qui a été déclaré par la Maison-Blanche. Ça signifie donc que Joe Biden, qui a déclaré, je cite, You're not gonna catch COVID if you've got those vaccinations. Donc il a clairement dit, vous ne pouvez attraper le Covid si vous avez pris ces inoculats. Il a été injecté 4 fois, 2 doses plus de booster. Il a été diagnostiqué 3 fois positif au Covid. Donc là, il a menti. Ensuite, je rappelle un autre mensonge aggravé où il avait dit, j'ai vu ces photos horribles. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai vu ces photos horribles. Il a dit ça devant tout le monde, ça a été repris par toutes les agences de presse concernant les fameux 40 bébés décapités. Haaretz a révélé que c'était faux. Haaretz, média israélien, on ne peut pas les accuser d'être pro-palestiniens. Hmm. Et enfin, il a dit dernièrement, bien sûr, je vais me présenter à la présidentielle. Bah non, en fait, il ne se présente pas à la présidentielle. Et ces mensonges, normalement, on sait que les médias devraient contredire le narratif du pouvoir ou le confirmer quand il est vrai, mais le vérifier. Et là, on a des médias qui ont repris la soupe de Joe Biden, et en France, on a eu la même chose, bien sûr, quand Bruno Le Maire disait, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bon, 2 ans plus tard, c'est l'économie française qui s'effondre, l'économie russe est à 3,5%, et on a même eu la cerise sur le gâteau, qui est que pendant la panne CrowdStrike, des citoyens américains se sont retrouvés coincés en Russie parce que leur avion a dû atterrir en Sibérie, et ne pouvaient rien payer, ont dû faire la manche dans le terminal de l'aéroport, en mode Tom Hanks dans le terminal. Ils ont dû comme ça demander une petite pièce, s'il vous plaît, pour prendre un ersatz de Big Mac, puisque McDonald's a prétendument quitté la Russie. Je dis bien prétendument, puisqu'en fait, d'autres gens ont récupéré leur business. Ça a été valable pour Renault aussi, qui pesait 20% de part de marché en Russie, qui les a toutes perdues. Donc, le rôle de la presse, c'est de contredire le narratif dominant quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, elle ne le fait plus. Donc, on a besoin de journalisme citoyen, on a besoin d'Omerta, on a besoin d'Éric Morillo, on a besoin d'Amélie Ismaili, on a besoin de Greg Tabibian, on a besoin de Toxin, on a besoin de Radio Courtoisie, on a besoin de TV Liberté, on a besoin du Canard réfractaire à gauche. Il n'y a pas assez de médias indépendants à gauche. Malheureusement, Blast et Le Média ne sont pas indépendants. Je prends le cas du Média. Ils sont dans les mains de Monsieur Pigasse. On ne peut pas appeler ça de l'indépendance. Donc, vraiment, on a besoin de cet écosystème médiatique citoyen. C'est ce que dit d'ailleurs Glenn Greenwald, le légendaire journaliste d'investigation qui a révélé l'affaire Snowden, parce qu'aujourd'hui, on voit que la presse poubelle ne fait pas son travail. Alors soit elle fait pas son travail, soit vous l'avez dit, elle désinforme sciemment, consciemment. On sent une espèce d'angoisse ou de peur que Trump finalement réussisse à redevenir président. Qu'est-ce qui explique cette hystérie et cette peur côté démocrate? Pourquoi les dérange-t-il tant? Il est aujourd'hui très plausible que la tentative d'assassinat ait été organisée contre lui par ce qu'en sociologie on peut appeler l'état profond. Alors l'état profond a été présenté comme la possibilité que Biden abandonna la course à la présidentielle comme une théorie du complot. Alors de nos jours, dès que c'est présenté comme une théorie du complot, faut enquêter. Comme le Nord Stream, bon bah le Nord Stream c'était une théorie du complot, non, c'était vrai en réalité. La présence de laboratoires biologiques en Ukraine, c'était une théorie du complot. Bah non, le New York Times a révélé que c'était vrai. Je rappelle que les États-Unis ont envahi l'Irak pour moins de ça, hein, puisque l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, ça a été révélé. Bah là, pour l'Ukraine, il y avait vraiment des laboratoires de recherche en armes biologiques sur place. Et c'est encore une fois le New York Times qui l'a confirmé, mais ça avait été présenté comme une théorie du complot pendant au moins un an. Donc, qu'est-ce que l'état profond? C'est un terme utilisé au départ par Peter Dale Scott, grand diplomate canadien, également poète, qui décrit une réalité sociologique simple, structuraliste, c'est-à-dire vous avez dans la haute fonction publique américaine, dans l'appareil d'État américain, des gens qui persistent à travers plusieurs présidents. Et qui, du coup, quand ils prennent conscience d'eux-mêmes, comme une prise de conscience de classe, dans le sens marxiste, quand ils prennent conscience d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils peuvent désobéir à des présidents. Et puis, en laissant passer quelques décennies, ils se rendent compte qu'ils peuvent gagner de l'argent, acquérir du pouvoir, le consolider, quels que soient les résultats des élections présidentielles, voire même mieux, forcer un président à agir dans la direction qu'il le souhaite. Un exemple typique de ça, c'était J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover est un des représentants parfaits de ce qu'on peut appeler l'état profond, c'est-à-dire un haut fonctionnaire qui a ce qu'en russe on appelle une oprichnina, un petit village, un petit état dans l'état composé de d'oprichniki, qui sont des guerriers, des soudards veules qui peuvent tuer à peu près qui ils veulent. Bah, en l'occurrence, J. Edgar Hoover avait des fichiers sur tout le monde et il a traversé 40 ans de vie politique américaine, une guerre mondiale, plus de 40 ans d'ailleurs, je ne sais plus combien de présidents, je ne sais plus combien de mandats. Donc,
Aujourd'hui, bah, c'est pas étonnant d'ailleurs, on a le FBI qui est sur la sellette en même temps que le Secret Service, qui appartient donc au Department of Homeland Security. Donc le FBI, c'est le département de la justice, le Secret Service, c'est le Department of Homeland Security, donc l'intérieur. Et cette tentative d'assassinat contre Trump est extrêmement bizarre, extrêmement. Et vraiment des députés américains ont déclaré, je me suis fait l'intime conviction qu'il a existé un complot contre Trump qui a échoué. Et d'ailleurs, on a même une députée américaine qui a dit devant la presse, je suis convaincu qu'il y avait un deuxième tireur. 10 témoins ont rapporté qu'ils ont vu un deuxième tireur sur le château d'eau qui faisait partie de la zone d'exclusion du Secret Service pendant la tentative d'assassinat contre Donald Trump. 10 témoins oculaires, dont certains ont été interviewés par la BBC. Maintenant, Trump, en effet, pose tout un tas de problèmes. Si on suppose qu'il existe bien un État profond, bon, qui encore une fois est une réalité sociologique, j'insiste, de facto, il existe bien des groupes de hauts fonctionnaires qui vont résister à plein de présidences et qui seront là avant ou après plusieurs présidents et qui ont un pouvoir très important. La guerre en Ukraine, ça a été révélé par tout un tas de médias, a été notamment une grande opération de blanchiment, de détournement d'argent public. C'était déjà le cas pour la guerre en Afghanistan. Les guerres américaines sont partiellement des opérations de détournement d'argent public et de blanchiment de détournement d'argent public. Vous avez des budgets, et d'ailleurs ça avait même été révélé pour des petits contrats d'armement, ça a donné un film War Dogs, où on voit qu'en fait le système de fourniture du Pentagone, prétendument transparent, est très complexe, on paume les bordereaux, enfin un chef d'entreprise qui ferait ça serait en prison. Et donc de l'argent public et de la surfacturation ont lieu, de l'argent public est détourné, de la surfacturation a lieu, et des gens gagnent, mais des centaines de milliards. Par exemple, rien que sur l'Ukraine, 174 milliards de dollars, et ça c'est dans les comptes officiels, ça c'est suffisamment pour offrir plus qu'une maison au prix moyen américain à tous les SDF des États-Unis. Avec cette somme, on aurait pu offrir une maison au-dessus de la maison moyenne à tous les SDF des États-Unis. Voilà ce qu'aurait pu être fait avec cet argent. Et la guerre d'Afghanistan, c'est 2000 milliards. Minimum, 2000 milliards. 2000 milliards pour quel objectif, je rappelle? Remplacer les talibans par les talibans. Aujourd'hui, on a encore les talibans. Bon, bah, normalement, l'objectif de guerre en 2001, c'était d'enlever les talibans. 2000 milliards plus tard, des milliers de morts, côté alliance, côté afghan encore plus. On a juste remplacé les talibans par les talibans. Les Chinois sont aujourd'hui en position de force en Afghanistan. C'est un échec total. Entre-temps, 2000 milliards sont passés des poches du Trésor public américain à des poches privées. Quand vous avez des gens qui bénéficient de ça, et que vous avez un candidat qui dit prétendument qu'il va assécher le marais, drain the swamp, bah évidemment, ce type a une cible sur le visage, exactement comme Kennedy quand il voulait arrêter la guerre au Vietnam. On a Trump qui dit je vais arrêter la guerre en Ukraine. On sait que les États-Unis, qui dans leur histoire n'ont connu que quelques années de paix, les États-Unis sont une machine de guerre. Et leur économie tourne autour de la guerre. Donc quand on a quelqu'un qui arrive qui dit je veux être isolationniste, je vais peut-être dissoudre l'OTAN, je vais arrêter la guerre en Ukraine, je veux que les États-Unis investissent d'abord sur eux-mêmes, il y a tout un tas de gens qui vont perdre des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards, si on reprend le cas afghan, 2000 milliards de dollars pour aucun résultat final. Zéro. Le résultat stratégique, c'est zéro. C'est même négatif en réalité. Mais 2000 milliards ont été dépensés. Imaginez ce qu'on aurait pu faire. Je vous dis qu'avec 174 milliards, on aurait pu donner une maison au-dessus du prix moyen du marché américain à tous les SDF du pays, et Dieu sait qu'il y en a. Eh bien là, imaginez 2000 milliards, ce qui aurait pu être fait. Pour vous donner une idée, le barrage des Trois Gorges en Chine, qui est le plus grand barrage jamais construit par l'homme, qui est tellement énorme qu'il a ralenti la vitesse de rotation terrestre de 60 microsecondes, eh bien ce barrage n'a coûté que 35 milliards. 35 milliards. Il est amorti sur 5 ans, hein, en termes de kilowattheures, hein. Les kilowattheures qu'il va produire, c'est un amortissement sur 5 ans de son coût initial. Imaginez ce qu'aurait pu être fait avec 2000 milliards. Donc Trump arrive et dit, tout ça c'est fini. L'État profond, c'est fini. Je veux des commissions d'enquête. Je veux arrêter toutes ces opérations très lucratives. Je veux faire la lumière sur l'Ukraine. Je veux faire la lumière sur plein d'autres choses. On en a tué pour moins que ça. On en a tué pour moins que ça. Et Kennedy est un exemple. Donc, pour moi, ça fait tout à fait sens que Trump ait été victime d'une tentative d'assassinat spécifiquement organisée pour lui. D'ailleurs, on voit bien qu'il en réchappe de justesse. Et qu'à partir de là, la machine qui a, qui a présidé à cette tentative d'assassinat est en mode full panique. Et aujourd'hui, de toute évidence,
va liquider Biden d'une manière ou d'une autre. Il va mourir de maladie, il va, voilà, arrêt respiratoire, machin, AVC, ce que vous voulez. Bon, il va mourir. Kamala va devenir présidente avant les présidentielles, ce qui va permettre un battage médiatique sublime, remarquable, hollywoodien. Un mélange de Frank Capra et d'Orson Welles. Vous allez avoir les Avengers. Kamala va être le nouveau héros Marvel, un mélange de Wonder Woman et de Black Panthers. Et évidemment, elle va arriver à la présidentielle auréolée de ce titre de des défendeuse de la démocratie, de en quelque sorte Captain America. Les Américains aiment beaucoup ça, les médias savent en jouer. Et ça va lui permettre de remonter dans les sondages parce qu'aujourd'hui, en effet, Trump est en état de grâce. Est-ce que si il n'y avait pas eu cette tentative d'assassinat sur Donald Trump, est-ce que l'État profond dont vous parlez, mais dont il parle aussi, parce qu'effectivement, il a clairement nommé son adversaire, est-ce qu'il y aurait eu est-ce que Biden aurait quand même été poussé à la présidentielle malgré tout ce qui lui fait défaut en termes de santé mentale, etc. Ou est-ce que c'était finalement une course seule avec un président qui cherchait à s'accrocher? Est-ce que Kamala Harris était déjà dans les starting blocks? Oui, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que l'État profond voulait garder Biden pour au moins 2 ans, mais en tout cas lui faire passer les élections, et ensuite faire monter quelqu'un d'autre, idéalement Kamala Harris, qui présente plusieurs avantages, qui a de très nombreux défauts. Elle n'est pas du tout aimée par Barack Obama. Elle est nulle, hein. On peut juste dire les choses simples, hein. Il y avait des gens, enfin, en termes de personnel féminin, parce qu'on dirait que ce serait la première présidente des États-Unis d'Amérique, mais il y a des politiciennes aux États-Unis qui sont infiniment plus brillantes et méritantes que Kamala Harris, aussi bien à gauche qu'à droite. Même à gauche, qu'on l'aime ou pas, Alexandra Ocasio-Cortez est beaucoup plus méritante que Kamala Harris, par exemple. Et à droite, quelqu'un comme Tulsi Gabbard est infiniment plus méritante qu'elle, mais et plus compétente, surtout en matière de négociation. Évidemment aussi, chez les démocrates, il y avait le problème qu'ils ont toujours écarté les candidats dangereux pour eux, à savoir Bernie Sanders et maintenant Robert Kennedy, RFK, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui a été écarté exactement comme Sanders d'ailleurs. On peut leur reprocher plein de choses, hein, notamment dans le cas de Sanders, vraiment un marxisme à peine dissimulé. Pour Alexandria Ocasio-Cortez, pareil, elle est extrêmement marxiste, ce qui pose des problèmes pour les Américains. Mais en tout cas, on doit reconnaître qu'indépendamment du bord politique, elle est beaucoup plus méritante que Kamala Harris, laquelle d'ailleurs a des casseroles extrêmement significatives au derrière. J'espère qu'on va y revenir. Donc, ce que démontrait la communication de la Maison-Blanche, que ce soit Karine Jean-Pierre, qui donc levait les yeux au ciel, disait mais oui, c'est bien le commander-in-chief, quand même des journalistes pro-démocrates lui posaient la question, parce qu'ils voyaient bien entre les commémorations du débarquement de Normandie ou d'autres événements, bon, les fameuses gaffes de Joe Biden, c'était pas des gaffes, enfin on a un cas précis où il a dit j'ai nommé le black guy, j'ai nommé ce mec noir comme ministre, enfin, et puis donc des moments où il se gourait de nom, où il a dit je suis la première femme présidente noire américaine, il a déclaré ça. Et donc, toutes les fois où il lisait son prompteur, repeat the line, et encore une fois, le pire, c'était pas seulement ça, c'était que les médias disent non, non, il a dit let me repeat that line. C'était un mensonge complètement éhonté, n'importe qui pouvait le vérifier. Donc, de toute évidence, l'État profond voulait garder Biden comme homme de paille parce qu'il restait parfait, dans le sens où on pouvait lui faire signer ce qu'on voulait. C'était vraiment un homme de paille. Le type savait pas où il était, il avait des absences, il était absolument pas en état de diriger les États-Unis. Ça permettait à l'État profond de diriger les États-Unis de façon complètement illégale à sa place. Donc je suis convaincu, et leur communication en atteste, que ce soit donc la presse, que ce soit Joe Biden, dont on a fait lire à son prompteur, sur son prompteur, je me présenterai, on lui a fait dire sur son compte Twitter, je vais me présenter, n'ayez aucun doute, let me be clear, la rhétorique obamienne. Let me be clear, ça, Obama adorait dire ça. Et puis bon, la tentative d'assassinat contre Trump, et puis surtout l'échec au débat, enfin je veux dire, au débat, on a bien vu que le roi était nu, quoi. On est vraiment dans la pièce de théâtre. Le roi est nu. C'est-à-dire que les courtisans sont là, mais pas du tout. Il a des très beaux vêtements, ils sont superbes, ils ont été taillés sur mesure. Et plus on se rapproche des courtisans, et on le voit même en France, parce qu'il y a des courtisans de l'appareil démocrate en France, c'était incroyable de voir ce type, je crois qu'il s'appelait Monsieur Pila sur LCI, qui disait c'est un cador. Je fais, mais vraiment, l'exemple, je pisse dans ta poche et je dis qu'il pleut. Mm. C'est un cador. Mais qui dit ça? Mais qui a dit que Joe Biden était un cador? Le type ne sait même pas se rappeler s'il est blanc ou noir. Enfin, on est vraiment sur un niveau de ubuesque remarquable. Donc oui, je suis absolument convaincu que l'État profond voulait le garder.
aussi bien que je suis convaincu maintenant que l'État profond est en train de le liquider discretos, en créant un narratif qui soit le plus hollywoodien possible. C'est pour ça que le fait qu'il ait le Covid, c'est merveilleux, parce que c'est le héros du Covid. On va faire des commémorations. Quand il y aura ses funérailles, on vous présentera une Kamala Harris si présidentiable, si digne, si adaptée à la fonction. Tous les médias vont vous dire que Kamala Harris est une héroïne absolue des temps modernes pour essayer de contrer Trump aux prochaines présidentielles. Alors quand on parle de Deep State, pour creuser un peu la notion et puis ce qu'elle recouvre concrètement, vous avez parlé des hauts fonctionnaires. Il y a aussi un certain nombre d'associations, de clubs comme le Bilderberg, la Trilatérale, l'Open Society de George Soros, qui, on l'a vu, toujours été côté démocrate évidemment, mais là on réagit immédiatement à la fois à la tentative d'assassinat de Donald Trump, mais aussi au retrait de Joe Biden. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces clubs, de ces organisations qu'il faut aussi, il faut le dire, un pont entre États-Unis et Europe? Oui, parce que comme je vous le disais, l'Europe, l'Union européenne est aujourd'hui l'empire américain d'Orient. Voilà, donc Bruxelles, c'est Byzance, et Washington, c'est Rome. Bon, à l'époque, c'est John Lennon qui disait que Rome, c'était New York pour les Nations Unies, mais bon, Washington, c'est Rome. D'ailleurs, c'est ce que disait Zbigniew Brzezinski en parlant des triangles du pouvoir avec le FMI, etc. à Washington. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne reprend tout ce que lui demande Washington, notamment de s'armer contre l'Ukraine. Elle se laisse tranquillement déstabiliser énergétiquement, elle se laisse piller. Aujourd'hui, on a le groupe Volkswagen qui monte des usines Porsche aux États-Unis d'Amérique. Enfin, c'est complètement fou. Et donc là, il y a vraiment une subordination totale, et on le savait depuis depuis le scandale Snowden. Quand Edward Snowden révèle les écoutes de la NSA, on a comme épiphénomène la preuve que Angela Merkel a été espionnée, ce qui est un acte de guerre. Hein. Faut pas du tout le prendre à la légère. Les médias l'ont pris à la légère parce qu'ils avaient l'ordre de le prendre à la légère, mais c'est un acte de guerre. Comme d'ailleurs l'attentat terroriste sur le Nord Stream. Et donc, qui est encore une fois un attentat terroriste. Ça n'a pas, on a parlé de sabotage. Non, c'est un acte terroriste. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mort civile que c'est pas un acte terroriste. Et on a vraiment la preuve dans ce cas-là, le fait que l'Allemagne ne fasse rien quand il est révélé qu'Angela Merkel a été espionnée, démontre bien que bon, l'Union européenne est aujourd'hui complètement subordonnée aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que dit J.D. Vance. J.D. Vance, aujourd'hui en interview, il dit bien, voilà, bon. C'est comme ça, l'Union européenne, c'est nos subordonnés, c'est nos États clients. Donc, c'est vraiment comme. Et puis, je l'ai vu à l'œuvre, puisque j'ai été visiting scholar à Stanford. Donc, j'ai vu le principe d'américanisation exactement comme la romanisation. Quand les Romains prenaient des élites des territoires conquis et prenaient notamment leurs enfants en otage pour les romaniser, leur montrer un petit peu les termes, aussi les mettaient dans l'armée, etc. Bah, les élites, on a la French American Foundation, par exemple. Alors, certains se rebiffent. Vous prenez le cas de Yves Pozzo di Borgo ou Nicolas Dupont-Aignan. Eux ont été Young Fellow, mais se sont rebiffés. Comme dans l'histoire romaine. Dans l'histoire romaine, vous avez Arminius et aussi Vercingétorix. Bon, mais Arminius, lui, il a gagné. Alors, Arminius, c'est le Vercingétorix allemand. Ça a donné le nom Hermann. C'est lui qui va dégommer l'armée romaine à la bataille de Teutobourg. Bah, il avait été romanisé. On l'avait amené, il avait Attila aussi, etc. Donc il y en a qui se rebiffent des fois. Il y a d'anciens Young Fellow de là, ou Young, je sais plus quoi, Young Leader de la French American Foundation qui vont se rebiffer. Mais la plupart se rebiffent pas. Et la plupart se retrouvent. Bah, Arnaud Montebourg aussi, il a été Young Leader, mais il s'est rebiffé. Bah, ça a mis fin à sa carrière politique. D'ailleurs, vous remarquez qu'à chaque fois qu'un Young Fellow, un Young Leader de la French American Foundation se rebiffe, sa carrière politique est cuite. Hein. Yves Pozzo di Borgo, la presse l'a attaqué en le traitant de poutinolâtre. Nicolas Dupont-Aignan, on lui a fait perdre son siège de député dans une élection qui est très bizarre, même sur le plan déontologique, puisque c'est un LR qui l'a flingué. Bon, alors qu'ils sont du même bord techniquement, enfin en tout cas tous les deux à droite. Et puis donc pour Montebourg, il a été ravagé évidemment par l'establishment parce qu'il révélait dans quelle mesure le patronat français avait vendu les intérêts de la France à la découpe. Et en plus, il a donné le prix de la passe, cet homme courageux, 13 millions. Donc, en effet, l'Europe est complètement subordonnée. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence aujourd'hui en matière géopolitique, et c'est tellement une évidence que J.D. Vance l'a déclaré à la presse américaine. Et ces clubs, ces organisations, quand on en parle, la Trilatérale, Bilderberg, etc., on passe pour complotistes,
En fait, elles existent, mais il ne s'y passe rien, rien ne se dit, les gens se rencontrent, mais il n'y a aucune incidence dans la vie réelle. Est-ce que, selon vous, ça a quand même un... Quel est l'intérêt de ces clubs? Est-ce que ça fait partie du Deep State? Oui, alors la réponse est oui. D'abord, revenons sur le terme complotiste. C'est un terme qui est promu. Il apparaît avant. Donc là, pareil, vous voyez le cyberblurring, vous verrez certains fact-checkers qui diront non, la CIA n'a pas inventé le terme complotiste. Ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire qu'un demi-mensonge et une demi-vérité est la pire des mensonges, que disait Lord Tennyson. Et aussi Mark Twain, le plus vil des mensonges est la demi-vérité. La vérité complète, parce qu'il faut bien comprendre que les fact-checkers aiment beaucoup faire ça. Or, de la même façon qu'un morceau de bœuf n'est pas un bœuf, un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de vérité n'est pas une vérité. Il faut toujours tout le contexte. Et c'est à ça d'ailleurs que servent les community notes sur Twitter, sur X, qui d'ailleurs maintenant viennent de rechecker, de contre-fact-checker des gens aussi officiels que la préfecture de police. Vous savez, il y a ce cas très marrant où Béatrice Rosen avait transmis une information correcte selon laquelle il fallait présenter un QR code pour se déplacer à Paris. La préfecture de police l'a contredite. Eh bien, la préfecture de police mentait. Vous avez Morandini derrière. C'est vraiment le gage de qualité. On a un délinquant sexuel qui est condamné, qui dit Béatrice Rosen a menti. Bah, en fait, immédiatement, heureusement, la communauté a confirmé, preuve à l'appui, a démontré que non, dans le contexte, c'était bien Béatrice Rosen qui avait raison. C'est la raison pour laquelle Thierry Breton va faire interdire X Twitter, hein. Ça va de soi, hein. C'est insupportable pour eux, cette faille dans le récit qu'est Twitter, qui a d'ailleurs révélé les fameux Twitter Files, qui a révélé que oui, le FBI avait bien comploté, oui, c'est factuel, pour interdire la sortie du fameux laptop de Biden, du fils Biden, juste avant les élections, ce qui est donc une interférence gravissime dans les élections et anticonstitutionnelle. Donc pour revenir à ce terme complotiste, il apparaît au départ pour discréditer les gens qui ne croient pas en la commission Warren à la suite de l'assassinat de Kennedy. Bon, aujourd'hui, avec 60 ans de recul, on peut clairement dire que oui, la commission Warren disait n'importe quoi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Oliver Stone, c'est Seymour Hersh, ce sont tout un tas de journalistes américains qui disent s'il y a bien une chose dont on peut être sûr, c'est que la commission Warren a menti. Et d'ailleurs, on a un des pires ennemis de Kennedy qui y siégeait, à savoir Monsieur Dulles, patron de la CIA, alors que Kennedy avait dit qu'il voulait dissoudre la CIA, ou la réduire en 1000 morceaux précisément. Donc, ensuite, ces mots, vous savez, finissent par devenir un titre de noblesse. C'est fréquent dans l'histoire. Vous avez des insultes qui deviennent des titres de noblesse. Prenez le mot impressionniste. C'était une insulte. Impressionniste, c'était une insulte des critiques d'art parisiens. Et ça a duré plus de 15 ans. Pendant plus de 15 ans, impressionniste, c'était une insulte. Aujourd'hui, on a un musée de l'impressionnisme, un des musées les plus visités au monde, qui est le musée d'Orsay. Mais pendant 15 ans, c'était une insulte. Ce qui était justifié par le Salon des Refusés, même histoire. Vous avez eu d'abord le Salon des Refusés, l'expressionnisme, l'impressionnisme, vous avez eu Manet, l'exemple même du Salon des Refusés. Donc vous aviez Napoléon III qui, au bout d'un moment, voyant bien que l'establishment parisien était en train de couper la route au plus grand peintre français, eh bien, décide d'organiser un salon des refusés pour que le public se fasse sa propre opinion. Vous voyez, même histoire. Et là, on a la même chose aujourd'hui. C'est le salon des refusés en matière de presse. Donc, on a François qui est persécuté, qui risque de perdre son agrément à chaque fois. On a Omerta qui est mis sur une liste par je ne sais quel agent d'influence américain en disant qu'elle est poutinolâtre. Pareil pour TV Liberté, pareil pour Greg Tabibian qui a été accusé à tort d'être. On a un média qui a dit qu'il était présent à une soirée fasciste. C'était complètement faux, mais vraiment complètement faux. Là, il se prenait même pas de demi-vérité ou pas, c'était juste faux. Bon. Et donc, aujourd'hui, c'est un titre de noblesse, de la même façon qu'impressionniste était un titre de noblesse, de la même façon que gothique. Gothique, c'est un terme qui apparaît après Vasari à la Renaissance. On déteste l'art gothique. Donc, gothique, ça veut dire barbare. C'est les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths. Donc, c'était une insulte par rapport à la Renaissance qui, au contraire, se basait sur l'art hellénistique. Et Napoléon, je rappelle, a fait coffrer la cathédrale Notre-Dame de Paris en carton pour la faire ressembler à un temple romain, à un temple grec. Ça avait rendu furieux le pape. Mais à l'époque, le pape ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, c'était de l'art gothique. Voilà. C'est Victor Hugo qui va lui donner ses lettres de noblesse, cet art gothique avec Viollet-le-Duc, etc. Et il y a plein d'exemples. Big Bang, c'était une insulte. Big Bang, c'était Fred Hoyle qui se moquait de cette théorie de l'atome primordial. C'est comme ça que s'appelait la théorie de l'atome primitif, pardon, par l'abbé Lemaître. L'abbé Lemaître crée une théorie selon laquelle tout l'univers part d'un point. Il appelle ça l'atome primitif. Et on a Fred Hoyle, qui est le mentor de Stephen Hawking et qui va heureusement changer de son fusil d'épaule, qui dit, vous imaginez cette théorie, un Big Bang, un gros bang. Bon voilà, c'est n'importe quoi. Les Daft Punk.
Les Daft Punk, c'était une insulte de critiques musicaux. Voilà, des critiques, qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est du Daft Punk. Bon, bah, eux n'avaient pas trouvé de nom, ils ont décidé de s'appeler Daft Punk. Aujourd'hui, ils ont des milliards d'écoutes. Donc, gothique, impressionniste, Daft Punk, Big Bang, etc. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Eh bien, à chaque fois, c'est la même histoire. Et complotiste aujourd'hui, c'est comme impressionniste. C'est en train de devenir le futur de la presse. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire de presse si on n'est pas complotiste dans le sens donné par ces terroristes intellectuels, où ce n'est pas une insulte d'analyser toutes les hypothèses et de les contredire quand elles doivent être contredites, et de les infirmer ou de les affirmer quand elles doivent être contredites. Tout journaliste se doit d'être complotiste au sens de ces terroristes intellectuels. C'est la charte de Munich. On ne peut pas, par exemple, comme l'a fait une certaine presse américaine, dire ah non, c'est un loup solitaire. Mais vous n'en savez rien. Pas après 4 jours. Si après 4 jours de non-enquête, vous déclarez ça, et qu'on a déjà des témoignages qui pourraient nous permettre d'affirmer que la thèse du loup solitaire est risquée, voire déjà infirmée, à savoir 10 témoins oculaires qui disent, et on voit d'ailleurs les enregistrements vidéo, nous montrent bien qu'une figure se déplace sur le château d'eau. Et vous avez eu du cyberblurring, tentative par les fact-checkers de dire non, non, c'était le logo du château d'eau. Parce qu'il y a un logo sur le château d'eau, mais au-dessus du logo, bien au-dessus, au sommet du château d'eau, vous voyez bien une figure qui bouge. Et vous la voyez à la caméra. Et 10 témoins oculaires l'ont rapporté. Il y en a peut-être plus, mais il y en a 10 qui ont été interviewés et qui l'ont rapporté. Et dans ce contexte-là, vous avez une certaine presse qui dit non, c'était un loup solitaire. On ne peut pas le savoir à ce moment-là de l'enquête. On ne peut absolument pas le savoir. Donc, s'il faut être appelé complotiste pour dire je pense qu'il y avait un deuxième tireur, c'est un travail de journaliste. Ce n'est pas complotiste, c'est un travail de journaliste. S'il faut être appelé complotiste pour dire je pense que ce sont bien les Américains qui ont fait sauter le Nord Stream, eh bien, soyons complot pride. De la même façon que je vous rappelle que la CIA, tous les 15 ans, ils déclassifient des documents et disent en gros oui, on l'a fait. Oui, oui. Pont-Saint-Esprit, vous vous rappelez? Pont-Saint-Esprit. Oui, les Américains ont vraiment, c'est complètement factuel aujourd'hui, c'était considéré comme une théorie du complot il y a à peine 10 ans. À Pont-Saint-Esprit, un village en France, les Américains ont balancé du LSD pour voir ce que ça ferait sur une population en pleine guerre froide. Il y a eu des morts. Pendant plus de 60 ans, et jusqu'à il y a 10 ans, peut-être même 15 ans, il était déclaré que c'était une théorie complètement farfelue. Ça a été déclassifié aux États-Unis. C'est dans le document déclassifié, maintenant on sait que c'est vrai. Bon. L'opération Midnight Climax, dans laquelle la CIA a fait deux choses illégales. Première chose illégale, elle est intervenue sur le sol américain. Complètement illégal de faire ça. Deuxième chose illégale, elle a mis du LSD dans le verre de clients de prostituées à San Francisco pour tester l'effet du LSD dessus. Opération Midnight Climax, déclassifié. Complètement déclassifié. C'est-à-dire là, c'est maintenant, oui, on l'a fait. Il y a vraiment ce côté, ils sont pas idiots à la CIA. Ils font péter la mine avant qu'elle devienne trop grosse. Alors, ils disent, oui, on l'a fait. Vous allez faire quoi? C'était il y a 15 ans. On le fera plus. Oui, tout ce que vous avez dit qu'on faisait, quand on vous disait que c'était complotiste dans les années 70, on vous disait que c'était complotiste dans les années 80. Bon, dans les années 2020, on vous confirme que c'était vrai. Et puis c'est Oui, jamais c'était il y repris. a... Pardon? Ce n'est jamais repris par aucun média, c'est ça aussi Bah oui, alors nous, notre travail de médias citoyens, en effet, c'est de le rappeler. Que, en effet, la CIA a fait ça, et que oui, la CIA complote, elle est payée pour, et qu'elle a commis des crimes contre l'humanité, notamment la fameuse opération MK Ultra, qui est réelle, hein, qui est complètement déclassifiée elle aussi, aujourd'hui qui appartient au livre d'histoire, et qui était un crime contre l'humanité, mais qu'elle a pratiqué. Il y a aussi la Tuskegee Experiment, etc. Donc oui, oui, aujourd'hui, complotiste est devenu vraiment des lettres de noblesse. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle que le simple fait de dire que Biden allait se retirer de la présidence était présenté comme une théorie du complot d'extrême droite. À partir de là. Oui. Longtemps, la vie politique américaine a été divisée entre démocrates et républicains, mais finalement, les différences étaient assez ténues. C'était essentiellement une manière d'exprimer le leadership américain dans le monde. Aujourd'hui, avec Trump, on l'a vu lors de sa première élection, mais là, c'est beaucoup plus net. Il y a une fracture très profonde entre démocrates et républicains, entre démocrates et conservateurs. Et d'ailleurs, la nomination de son futur possible vice-président, M. Vance, eh bien, vient confirmer qu'aujourd'hui, démocrates et républicains, c'est plus du tout la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout à fait vrai, puisque on a eu, de toute façon, ce sont des pulsations, un peu comme du courant alternatif. On a une alternance assez étrange, mais qui d'ailleurs confirme en quelque sorte l'état profond. C'est-à-dire que on a eu la vague des néoconservateurs, qui a culminé vraiment, qui existait avant, mais qui a culminé avec George Bush fils. Où là, on a eu les pires crimes de guerre commis, on a eu
les pires choses commises, des mensonges, des abominations. Bon, on a des mensonges aussi très graves aujourd'hui, mais là, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, des crimes de guerre révélés par Edward Snowden, Abu Ghraib, etc. Et donc d'habitude, ça c'était à droite, c'était les républicains. Les va-t-en-guerre, c'était les républicains. Et jusqu'à Obama, le parti plutôt pacifique, c'était les démocrates, avec tout un tas de nuances, hein, notamment Hillary Clinton, qui est un faucon parmi les faucons et qui est tenu aujourd'hui pour responsable de la mort de l'ambassadeur américain en Libye. Mais par exemple, Obama a été celui qui, contre McCain, qui était l'héritier du bushisme, euh, contre McCain qui voulait détruire l'Iran. Donc John McCain voulait ravager l'Iran. D'ailleurs, on lui avait posé la question. C'était très embarrassant. On lui avait demandé ce qu'il voulait faire sur l'Iran. Il avait dit, est-ce que vous connaissez la chanson des Beach Boys, Bomb Iran? Et là, il était parti en chantant sur l'air de I Get Around, Bomb Iran. Il commençait comme ça, bam, 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 comme ça pendant 30 secondes. Et Barack Obama l'a attaqué pour ça. Donc à l'époque, on avait cet équilibre-là. Et c'est la raison pour laquelle Elon Musk votait démocrate. Il l'a dit. Elon Musk dit à l'époque, les démocrates, d'ailleurs, il était très pote avec Barack Obama, qui avait subventionné SpaceX, qui avait sauvé SpaceX de la faillite, et lui passait des commandes publiques. On voit des photos de Elon Musk et Barack Obama. Et puis, entre-temps, le Parti démocrate est devenu tout à fait pro-guerre, et on l'a vu pour l'Ukraine. Et puis même Obama voulait, c'est lui qui a dit Assad has to go, hein. Donc c'est là que les Russes et les Chinois sont intervenus, double veto aux Nations Unies, Assad est encore là, tous les gens qui ont voulu le faire partir ne sont plus là, à commencer par l'inénarrable Laurent Fabius. Et lequel avait dit d'ailleurs, Laurent Fabius avait dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot. Eh bien, quand Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen l'ont repris pendant les présidentielles, les fact-checkers ont dit que c'était faux. Pas de bol, la source c'était le monde diplomatique. Et je suis allé vérifier, j'ai fait un rechecking là-dessus avec Amélie Ismaili. Et en effet, il a bien dit ça. Il a bien dit le Front Al-Nosra fait du bon boulot et les fact-checkers ont menti, mais frontalement, pour faire du damage control. Merde, on peut pas admettre ça quand même. On peut pas admettre que une organisation qui est liée à Al-Qaïda, qui possède des membres d'Al-Qaïda dans ses rangs, on peut quand même pas envisager que Laurent Fabius dise ça, quoi. Ah oui, mais il l'a dit. Il l'a dit parce qu'il luttait contre Bachar el-Assad. Donc il faisait du bon boulot. Eh bien, il y a eu donc cette pulsation où les démocrates sont devenus des faucons, avec notamment Blinken, Nuland, faucon parmi les faucons, néoconservateurs. C'est elle qui a dit fuck the EU hein, pendant le coup d'État de l'Euromaïdan en 2014. C'est elle qui a dit fuck the EU. Et du coup, ce sont les républicains, mais uniquement par Donald Trump. Si Donald Trump n'avait pas été candidat, jamais les républicains ne seraient devenus des colombes, en quelque sorte. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a tout un tas de gens de gauche qui disent que Donald Trump est un faucon. Pas du tout, le mec n'a pas fait la guerre. Il a empêché des guerres et il dit directement qu'il va arrêter la guerre en Ukraine. Et les accords d'Abraham, quoi qu'on en dise, étaient quand même un succès. Trump avait évidemment mis dans la balance de mettre Jérusalem capitale d'Israël, mais bon, par rapport à une guerre, par rapport à 30 ans de guerre dans la région, c'était typiquement une méthode de businessman, c'est-à-dire qu'il s'en fout complètement des symboles qui auraient été enseignés aux écoles de diplomatie de Georgetown University, mais par contre, il sait très bien que dans une négociation, il faut être doux avec la personne et dur sur le sujet des négos. Donc des petits signes d'attention, des petits signes de politesse qui peuvent rapporter 1 milliard derrière, c'est une bonne stratégie de négociation. Et le cas de Jérusalem était un exemple de cela. Mais, alors Trump, cela dit, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui sur le Moyen-Orient. Netanyahou le déteste et vice-versa. Mais c'est de toute évidence un faucon parce que sa base électorale évangéliste est particulièrement favorable aujourd'hui à Israël. Et puis son beau-fils bien sûr, Jared Kushner, est profondément, lui, pro-Netanyahou. Mais vraiment, Trump n'a pas fait la guerre. Et Obama a pris Nobel de la paix. Lui, par contre, en contrepartie de ne pas faire la guerre, il a complètement intensifié les frappes de drones, notamment au Yémen, où il a tué tout un tas de gens sans mandat. C'est des crimes de guerre, ça, hein. Donc, en effet, il y a cette pulsation. Et en fait, quand on regarde, elle est éternelle. Enfin, elle n'est pas éternelle, mais elle remonte à la guerre de sécession. Je rappelle que pendant la guerre de sécession, le Parti républicain a été fondé dans une école avec comme seul but de lutter contre l'esclavage promu par le Parti démocrate. Et oui, aujourd'hui, les Américains dont le niveau éducatif ne fait que baisser, qui savent pas où est Paris, qui savent même pas que la France est un pays pour certains, qui savent certainement pas placer l'Ukraine sur une carte, ne savent pas que le Parti démocrate était esclavagiste, résolument esclavagiste, résolument raciste. Fondateur du Ku Klux Klan, le Ku Klux Klan a été fondé par le Parti démocrate, par des membres du Parti démocrate,
C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand vous avez des gens aujourd'hui qui disent je veux pas serrer la main d'un parti qui a été fondé par d'anciens nazis. Il faudrait que je leur rappelle juste que l'Union européenne a été fondée par d'anciens nazis. Alors il faudrait peut-être arrêter d'y siéger et arrêter de serrer la main de ses membres, et que le Parti démocrate a juste fondé le Ku Klux Klan, qui était un soutien du Parti nazi of America. Oui, le Parti nazi of America a existé. Lindbergh en a été un affilié, un ami, et il remplissait le Madison Square Garden avant la guerre, hein, accessoirement. Et ben ça, c'était avec la bienveillance d'une organisation fondée par le Parti démocrate. Donc, il faudra m'expliquer aussi ce qu'on fait avec le Parti démocrate dans ce cas-là. Le Parti républicain était donc anti-esclavagiste et normalement aurait dû être le parti pour lequel les Noirs auraient voté. À l'époque Jim Crow et ensuite à l'époque de la ségrégation, vraiment, enfin de la ségrégation sur la fin, le Parti démocrate a réussi à accaparer le vote noir aux États-Unis, notamment avec la manœuvre de Lyndon Johnson, qui était très raciste lui-même, qui s'en cachait pas, qui était pro-ségrégation. Lyndon Johnson, c'est un personnage détestable, mais un génie politique. Mais vraiment, enfin, peut-être pas un génie, mais un grand maître en politique. Grand maître. Génie, c'est Abraham Lincoln. Donc, je n'irai pas jusqu'à génie, mais un grand maître. Lyndon Johnson savait vraiment, c'est lui qui a permis de faire élire Kennedy, mais c'est lui qui est venu ensuite après Kennedy, bien sûr. Et c'était un type détestable. Mais il avait dit clairement, laissez-moi faire et les Noirs vont voter pour nous pendant 200 ans. Et c'est comme ça que ça a bifurqué, que le Parti démocrate est devenu un parti progressiste, de gauche, etc. Alors qu'en fait, la gauche américaine pendant la guerre de sécession, c'était les républicains. Donc on voit cette pulsation régulière. Et Donald Trump, dans tout ça, est un mix entre Ronald Reagan et Andrew Jackson. Il a beaucoup pris à Ronald Reagan, y compris son slogan Make America Great Again. Un slogan qui a été créé par Ronald Reagan. Simplement, il s'en est pas servi autant que Donald Trump, qu'on a fait un acronyme MAGA, qu'on a fait un signal de ralliement, des casquettes, etc. Mais c'était un slogan de Ronald Reagan, Make America Great Again. Et il a pris beaucoup de la communication de Ronald Reagan. D'ailleurs, Barack Obama avait pris un bout de la communication de Ronald Reagan aussi, notamment faire des blagues, transformer les attaques qu'il recevait en blagues. Ça, c'était très obamien. Donc on voit vraiment cette pulsation gauche-droite aux États-Unis, républicain-démocrate, qui justifie en fait de l'existence d'un État profond, dans le sens où les néoconservateurs américains peuvent passer aussi bien à droite qu'à gauche. Ils sont transpartis. Si jamais leur agenda sera mieux servi par les démocrates, ils passeront chez les démocrates. Hillary Clinton, Blinken, Nuland. Si leur agenda est mieux servi par la droite, ils passeront chez les républicains. George Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dick Cheney. Absolument. On voit que Donald Trump a rendu le conservatisme, les valeurs conservatrices accessibles à tous, puisqu'il est en train de parler à la fois aux immigrés venus du Mexique, mais aussi aux Noirs américains. Il est un peu sur un nouveau logiciel conservateur. Et en face, vous le disiez au début de cet entretien, le camp démocrate va essayer de jouer avec Kamala Harris, la jeune contre l'ancien, la noire américaine contre le blanc. Est-ce que finalement, c'est pas aussi la nouveauté de cette campagne, c'est que Trump est en train vraiment de casser tous les codes et que le Parti démocrate finalement ressort un peu les vieilles ficelles? Oui, c'est ce que beaucoup d'analystes disent, hein, aujourd'hui, que le Parti démocrate est fait du recuit, du réchauffé, alors que Trump est venu en effet bousculer tout le système politique, notamment en communiquant directement avec sa base via Twitter à l'époque, et maintenant Truth Social, qui est donc son réseau social à lui, mais X l'invite à revenir. En effet, là, en termes de communication, il y a ces problèmes-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la machine démocrate aujourd'hui a toute la presse américaine pour elle. Quasiment toute la presse, parfois même Fox News, qui était pourtant créée comme de la presse conservatrice dans les années 70, donc Rupert Murdoch, etc. Mais ça a été créé à l'époque de Donald Rumsfeld jeune et de Dick Cheney. Et ben même Fox News, des fois, défend le narratif démocrate. Donc, les démocrates ont tout l'appareil de presse américain pour les servir, pour contredire les faits. Donc, par exemple, encore une fois, CNN qui titre Donald Trump évacué après une chute. Voilà, non, non, le mec a juste échappé à une balle dans la tête à 1 centimètre près. Bah, pour CNN, ça devient il est évacué après une chute. Et puis, il n'y a vraiment pas eu que ça, hein. Il y a eu tout le reste de la presse a fait des titres plus dingues les uns que les autres. Qui, encore une fois, étaient, bon, j'ai vu certains idiots, vraiment, je dois les appeler idiots parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou imbécile, parce qu'imbécile, ça veut dire qu'il n'a pas de bâton. Ils n'ont pas de bâton intellectuel, de toute évidence, hein. Bacillus, le bâton, en grec. Et ben, imbécile, c'est celui qui n'a pas de bâton. Bah, ils n'ont pas de bâton intellectuel parce que non, on savait dès le début, certains m'ont dit, ah non, mais on ne savait pas.
Non, 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 on savait dès le début. La presse, c'est de rapporter les faits tels qu'ils sont. Des gens qui connaissaient les faits, il y en avait à la seconde où Trump échappe à la balle dans la tête. Il y avait un certain nombre de milliers de témoins qui pouvaient décrire la situation et qui étaient la source primaire et qu'un journaliste devait interviewer. C'est comme ça que le journaliste fonctionne. Eh bien, titrer Trump évacué après une chute, c'est un crime de presse, c'est une violation grave du premier devoir de la Charte de Munich, quelle que soit la manière dont on le tourne. Eh bien, en effet, toute cette presse-là est pro-démocrate aujourd'hui. Elle pourrait être demain pro-Bush, hein, mais pro-républicain si les républicains étaient néoconservateurs à nouveau. Mais aujourd'hui, toute cette presse-là est pro-démocrate. Cependant, alors de la même façon d'ailleurs qu'elle avait caché les graves problèmes de Joe Biden, parce que Joe Biden avait des casseroles, mais d'une gravité exceptionnelle. Enfin, on a la preuve factuelle que son fils l'appelait pédopite dans son carnet d'adresse. C'est complètement factuel et vérifié. On a le carnet de la fille de Joe Biden qui a rapporté dans son journal intime avoir pris des douches avec son père d'une façon inappropriée. On a bien sûr les scandales de corruption. On a le fameux laptop from hell qui était présenté comme une théorie du complot d'extrême droite Absolument. et qui, juste après les élections, a été révélé comme vrai. Et on a la preuve avec les Twitter Files que le FBI est intervenu pour demander à Twitter à l'époque de censurer le New York Post, qui était le seul média américain à avoir bien voulu enquêter sur l'affaire du portable de Hunter Biden, qui révélait de la prostitution, de l'abus de biens sociaux, du détournement de fraude fiscale, peut-être même de la pédocriminalité, de la consommation de drogue, de l'intimidation, enfin des choses d'une gravité sans nom, et de la corruption qui impliquait même son père. Je rappelle qu'on a trouvé, que le Secret Service a trouvé de la cocaïne à la Maison Blanche, et qu'on ne sait toujours pas qui. Le Secret Service a trouvé de la cocaïne à la Maison Blanche juste après le passage d'Hunter Biden, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a bien pu sniffer des traces de coke à la Maison Blanche, sachant que Hunter Biden en consomme en grande quantité, ça a été révélé par des enquêtes. Donc, si cette presse a pu étouffer tout ça, eh ben, que va-t-elle étouffer? Sans parler donc des liens d'amitié de Joe Biden avec le Ku Klux Klan et de ses déclarations racistes. Je rappelle qu'on a flingué des candidats pour moins que ça. François Fillon, typiquement. Je veux dire, le pauvre François Fillon, on l'a démoli pour ses costumes et pour, soi-disant, un emploi fictif de sa femme, alors qu'il suffit de regarder un petit peu comment fonctionne l'Assemblée nationale pour bien se convaincre que c'est une norme et absolument pas une exception. Eh bien, on l'a flingué pour ça. Et bon, bah là, Joe Biden, et je ne parle pas évidemment des affaires de Macron, eux, tant qu'ils ont la presse avec eux, rien n'est une affaire. Parce que c'est la presse qui décide ce qui est une affaire ou pas. Et d'ailleurs, je rappelle tout simplement le blanchiment par la presse poubelle des nazis en Ukraine. Enfin, on avait des types qui avaient une svastika, une croix gammée sur le biceps. Donc, d'un côté, quand Dieudonné fait la quenelle, on nous dit que c'est un salut nazi inversé, et de l'autre, quand on a des types qui pavanent en France avec une svastika et qui ont des tatouages SS sur le poignet ou sur les doigts, et dont le bataillon Azov, sa charte dit qu'un de ses objectifs est de détruire la juiverie mondiale. Eh ben, après, non, non, c'est des combattants de la liberté. Et moi, j'avais même un ami, Dieu ait son âme, je dois quand même honorer sa mémoire, on n'était pas du tout d'accord politiquement, mais c'était Dan Rapoport, oligarque lituanien, totalement anti-Poutine, comme beaucoup d'oligarques, je peux le comprendre, et informateur d'Interpol. Il m'avait montré sa carte et tout, il avait toujours un flingue sur lui. On s'est rencontrés en Ukraine parce que j'ai vécu à Kiev. Et vraiment, on était amis. On mangeait des pizzas ensemble et tout. Il est mort dans des circonstances extrêmement troubles en 2022 à Washington. Il a été défenestré, on ne sait pas si c'est un suicide. Comme il était juif, le Jérusalem Post a quand même enquêté, c'est très bien d'ailleurs, et eux, ils n'ont pas voulu dire que c'était un suicide, ils ont dit on ne sait pas. Voilà. Et ils ont tout à fait raison selon moi parce que on ne sait pas. Il laisse plusieurs orphelins, et notamment une petite fille qu'il avait eue avec une Ukrainienne. Eh bien, Dan, je lui demandais, je lui disais, mais comment tu fais pour être pote avec les mecs du bataillon Azov? T'es juif, putain, comment tu peux être pote avec ces gens-là? Et il me disait, non, mais tu sais, c'est cosmétique. Bon, bah, j'ai dit, non, c'est pas cosmétique. Les mecs, bon, c'est pas cosmétique du tout. Mais c'est vrai que de la même façon que Jabotinsky, qui était donc le fondateur du sionisme révisionniste, s'était à coquiner avec des mecs les plus antisémites possibles, mais vraiment par pur réalisme politique. Mais le problème du réalisme politique, c'est que ça peut se retourner. On l'a vu avec les Houthis, on l'a vu avec les alliances au Yémen. Le réalisme politique, faut se méfier. Quand Netanyahou, par exemple, disait si vous voulez être contre la solution à deux États, vous devez soutenir le Hamas comme moi. Ça a été révélé par Haaretz, on a tous les témoignages, c'est complètement confirmé. Netanyahou a déclaré ça.
bah, le réalisme politique, des fois, ça vous pète à la gueule, et on l'a bien vu avec les attentats du 7. Et c'est un double pétage à la gueule, puisque maintenant, le Hamas vient de signer un protocole de paix à Pékin, aujourd'hui, hein, la déclaration de Pékin, avec le Fatah, qui était son pire ennemi. Le Fatah, personne n'a arrêté plus de gens du Hamas et tué plus de gens du Hamas que le Fatah. Et ben, le Fatah et le Hamas viennent de s'entendre à Pékin. Donc là, on est dans la double explosion dans la gueule. Donc oui, tant que les médias, pour revenir à la question sur la couverture de presse, les médias peuvent blanchir qui ils veulent. C'est vraiment là-dessus, pour ça que je faisais cette digression. Ils peuvent prendre un mec qui a une croix gammée sur le biceps et en faire un combattant de la liberté. Et ils peuvent prendre un type qui n'a pas fait la guerre et en faire un ennemi. Ils peuvent prendre Pfizer et en faire la société idéale qui est décorée par la Commission européenne. Pfizer, enfin, plus de 6 milliards de condamnations, hein. Aujourd'hui, ils sont sous plainte au Nigeria pour crimes contre l'humanité, pour avoir tué des enfants. Ils sont soupçonnés d'avoir tué des enfants. À chaque fois aux États-Unis, ils font un plea bargain, ce qui fait qu'ils ne sont pas coupables, mais ils payent. Bon. Eh ben, les médias peuvent vous présenter Pfizer comme les gentils et Didier Raoult, qui a soigné 30 000 personnes, comme le méchant. Et Didier Raoult, les médias ont dit que les 30 000 personnes allaient porter plainte. Aucune n'a porté plainte. Aucune. Aucune. Les médias ont fait un battage pendant un an en disant, regardez, il a fait des expérimentations sauvages en donnant de l'hydroxychloroquine à 30 000 personnes à Marseille. Zéro. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, juste pour ce cas-là précis, qui montre bien le détournement du récit, c'est que pendant un an, ils ont dit, il n'a pas fait son test en double aveugle. Et ensuite, après, ils ont dit c'était une expérimentation sauvage. Or, si ça avait été fait en double aveugle, en effet, ça aurait été une expérimentation sauvage. Et Didier Raoult le savait. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas fait de double aveugle. Il a donné l'hydroxychloroquine à tout le monde parce qu'il savait que ça soignait. Donc, on voit que les médias, en conclusion, peuvent contrôler ce que, en géopolitique, on appelle le high point, le point dominant. Montgomery, le maréchal Montgomery disait si nous perdons la guerre dans le ciel, perdons la guerre et nous la perdons vite. Parce que le ciel, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le high point. Une des raisons pour lesquelles la France a perdu la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, c'est que son armée de l'air était pourrie. Et qu'elle ne considérait pas et ne prenait pas au sérieux. On a pu gagner des escarmouches blindées comme à Montcornet ou en Belgique, là j'ai oublié le nom de ce village, mais ensuite, les Stukas arrivaient, on avait perdu. Et bien, les Stukas aujourd'hui, avec les mêmes sirènes qui font peur, les Stukas avec ces sirènes psychologiques sur le train d'atterrissage qui terrifiaient les gens. Eh ben, les Stukas aujourd'hui, c'est la presse poubelle. Parce que vous arrivez, vous dites non, non, c'est pas les Russes qui ont détruit le Nord Stream, complotiste. Vous arrivez, vous dites le bataillon Azov a des croix gammées, complotiste. Et puis fact-checking. Et puis Wikipédia, parce que ça vous suivra à vie comme ça. Mais aujourd'hui, Wikipédia n'a plus de dents. Wikipédia a été denté. Ma page Wikipédia, c'est Monte Cassino, et pourtant, je suis toujours là. Et je peux vous citer plein d'autres exemples. C'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour Didier Raoult, c'est pareil pour André Berkoff, c'est pareil pour tout un tas de gens. Mais donc, dans ce contexte-là, pour finir, Kamala Harris a des casseroles à n'en plus finir, mais des trucs graves, hein, des trucs très 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 graves, très très graves, des trucs qui peuvent être éventuellement anticonstitutionnels et des trucs qui simplement sur le plan de sa réputation sociale et de sa réputation de femme de gauche sont rédhibitoires. Par exemple, le nombre de Noirs qu'elle a fait mettre en prison, dont elle a rallongé la peine pour donner du travail, pour fournir du travail gratuit de l'esclavage, hein, puisque d'après le 13e amendement des États-Unis, l'esclavage existe encore. Simplement, on ne peut être esclave que si on a été condamné par le système, l'appareil judiciaire américain. Mais on est légalement esclave, hein. Quand on est dans l'appareil judiciaire américain condamné, on est légalement esclave. Le 13e amendement est très clair là-dessus. Eh bien, Kamala Harris, ce qu'elle a fait quand elle était procureure en Californie, et ce qu'elle a fait dans d'autres conditions, devrait complètement la récuser, complètement. Mais la presse la protège. Vous parliez tout à l'heure des plus bellicistes de la sphère politique américaine, vous parliez des démocrates, aussi des néoconservateurs sous l'ère Bush, les néoconservateurs qui sont eux-mêmes d'anciens gauchistes, peut-on dire. On a un peu la même chose en France, quand on regarde, c'est peut-être un parallèle qu'on pourrait faire, avec Laurent Fabius, Bernard-Henri Lévy, le père et fils Glucksmann, etc. Il y a un peu, il y a des passerelles qui se font comme ça. Comment est-ce que la vie politique française, peut-être par des personnalités qui sont comme ça, pas élues d'ailleurs de la nation, mais des journalistes, des philosophes, est-ce que les démocrates américains ont bénéficié pourrait dire, d'agents d'influence, puisque, rappelons-le, ils sont quand même systématiquement alignés sur les positions les plus bellicistes du grand démocrate américain.
Alors, sans le moindre doute, la réponse est oui. Et le cas de la dynastie Glucksmann est très marquant à cet égard. Parce que, en effet, le père Glucksmann est un gauchiste, revendiqué. Et puis ensuite, il va faire un virage, un tournant à 180 degrés, et il va devenir le plus néoconservateur. Donc, comme je l'ai rappelé, il va appeler Ronald Reagan à soutenir les Contras, qui sont des criminels de guerre, qui ont fait du trafic de drogue avec la CIA. L'affaire Iran-Contras l'a révélé. Et qui sont des escadrons de la mort contre la gauche au Nicaragua. Les sandinistes sont la gauche. Donc on a Glucksmann, ancien trotskiste, ancien homme prétendument de gauche, qui devient complètement pro-américain, complètement anti-gauche, et qui encourage Reagan à soutenir des criminels de guerre. Et son fils se présente comme socialiste, mais va conseiller un dictateur en Géorgie et va tremper dans des affaires qui feraient se hérisser les cheveux et la barbe de Jean Jaurès. Donc, en effet, c'est une blague. Mais c'est complètement néocons. Bernard-Henri Lévy, même chose. Bah, d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, c'était un ami proche de Glucksmann, père. Donc, on a en effet Fabius, Glucksmann, BHL, mais aussi dans la politique à droite en France, on a eu Alain Juppé qui a été retourné. Quand on a eu... Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a eu l'axe Paris-Berlin-Moscou, que d'ailleurs Pierre-Yves Rougeron contraste très bien. On l'a beaucoup idéalisé cet axe parce que Pierre-Yves Rougeron nous souligne bien, et je vous encourage à regarder son interview chez Greg Tabibian qui est très clair là-dessus. Il nous souligne que, en fait, quand Chirac dit non à la guerre en Irak, ça n'est pas exploité. Immédiatement après, on se couche, et le monde entier voulait. De Gaulle aura exploité ça. De Gaulle, le discours de Mexico, etc. Le monde entier voulait ouvrir des alliances françaises, on n'a rien fait. Ah, le monde entier, là, la France était au pinacle absolu, et on n'a rien fait. Mais à ce moment-là, quand Condoleezza Rice dit il faut punir les Français, pardonner aux Allemands et oublier les Russes. Parce que les Russes voulaient rentrer dans l'OTAN à l'époque, on est en 2003. Les Russes, oubliez, ça, plus jamais on pourra s'approcher des Russes. Plus jamais. Alors, punir les Français, c'était quoi? C'était l'affaire Clearstream. La CIA, avec Clearstream, au Luxembourg, tout ça, c'est des choses qu'on connaît très bien, va sortir des listings, va faire mordre de Villepin, et c'est ce que disait la marionnette de Bernard Tapie dans Les Guignols à l'époque, et c'était très bien résumé. Bruno Gassio, hein, qui a parfaitement résumé ça. Empaler la Chiraquie du fion jusqu'aux oreilles. C'est ce que dit la marionnette de Tapie. Il dit voilà, Sarkozy a vu que son nom apparaissait dans des listings foireux, a vu que Villepin s'en emparait de façon très amateur, parce que Villepin, ce genre de coup, c'est pas du tout son truc, et il l'a démontré. C'est pas un Pasqua. Pasqua aurait fait ça avec brio. Villepin, il était aux fraises. Et du coup, ça a en effet empalé la Chiraquie, et ça a envoyé le message à tous les Chiraciens, c'est terminé. Tous les Chiraciens sont devenus néocons du jour au lendemain. Barouin, Juppé, Mam. Voilà. Et le maire qui prétend avoir contribué à la rédaction du discours de Villepin. Bon, alors, si c'est vrai, quelle déchéance, hein, passer du vieux pays, d'un vieux continent au renflement brun, on a quand même eu une certaine déchéance de Bruno Le Maire d'ici à là. Mais donc, en effet, les néocons ont toujours été, comme disent les Américains, reach across the aisle, ou transpartisans. Ils sont capables, ils se foutent de la droite et de la gauche. Ce qui compte pour eux, c'est leur agenda. Ils peuvent recruter des gens aussi bien à droite, aussi bien à gauche, aussi bien au centre. Si demain il faut recruter dans l'extrême gauche, ils le feront, puisque je rappelle que Glucksmann était d'extrême gauche. Donc, ils sont capables d'aller récupérer des gens, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur orientation. Est-ce qu'il y a quand même une stratégie américaine dans la sphère médiatique, dans la sphère politique française, pour recruter? Est-ce qu'on peut parler de recrutement d'agents d'influence? Oui, ah mais totalement. Totalement. Et Daniel Cohn-Bendit est un exemple de cela. Mais et d'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit lui-même le dit, la CIA nous a approchés, mais après, tout de suite, la main sur le cœur, il dit, je vous laisse imaginer ce que nous leur avons répondu. Bon. Sauf que ensuite, quand on regarde les positions de Daniel Cohn-Bendit par la suite, elles sont impeccablement alignées avec les positions que veut défendre la CIA. Impeccablement. À partir des années 70, la position de Daniel Cohn-Bendit est juste parfaitement alignée avec ce que désirait la CIA en Europe. Et on a d'autres. Glucksmann est l'exemple absolument parfait, lequel dit se sentir évidemment plus chez lui en tant qu'élu français à New York qu'à Clermont-Ferrand. Je peux tout à fait le comprendre. Donc, oui, recruter des agents d'influence, ça fait partie du métier dans les services spéciaux. Et Dieu sait que les Russes l'ont fait. Enfin, je veux dire, on sait aujourd'hui qu'une partie de l'agenda vert, une partie de l'agenda des Grünen en Allemagne était en fait une influence du KGB parce que les Russes ne voulaient absolument pas que l'Allemagne développât le nucléaire.
Et bon, bah voilà, ça a été fait. Alors ensuite, ils ont été recrutés par la CIA à la faveur de l'effondrement de l'URSS. Mais ça, recruter des agents d'influence, c'est le b.a.-ba des services spéciaux. Euh, Si Donald Trump est élu prochain président des États-Unis, est-ce que sa manière de concevoir le leadership américain dans le monde et les moyens qu'il utilisera pour ce faire vont diverger fondamentalement de ce de ce qu'a pu faire un Biden ou un Obama? Normalement, oui. Trump a vraiment été très divergent d'un Biden et d'un Obama. Il y a des tas de choses qu'il n'a pas pu faire, mais il faut se rappeler à quel point on a fait entrave à son mandat. Un mandat, c'est que 4 ans, c'est rien 4 ans. Enfin, c'est une thèse de doctorat, 4 ans. C'est pour changer le monde en 4 ans, c'est particulièrement compliqué. Régler un problème de corruption profonde, enfin, les hauts fonctionnaires américains ont fait entrave permanente à Trump. Ils lui ont caché des informations. Ils ont créé une politique parallèle. Les médias en permanence, alors on dit d'abord qu'il était un espion russe, ce qui était faux et ça a été démontré comme faux. On a même la preuve que certains agents de la CIA et du FBI ont fait collusion pour promouvoir cette histoire et qu'elle était fausse. Un truc complètement incroyable et antidémocratique. Bien sûr, après, il y a eu l'affaire Stormy Daniels où le type a été condamné à 34 condamnations pénales pour une affaire d'accord de confidentialité. On lui a fait payer une amende pour avoir estimé le prix de sa maison de façon correcte d'après la banque, de façon correcte d'après l'agent immobilier pour demander un crédit. Eh bien, un procureur a dit non, non, vous avez fraudé. Il a payé une amende supérieure à celle qu'a payé Boeing, qui a tué des gens. Parce que Boeing, par négligence, en ne faisant pas le contrôle qualité de ses avions, a tué des gens. Eh bien, ils vont payer le système de justice américain a fait payer moins d'argent à Boeing pour avoir tué des gens qu'à Donald Trump pour avoir estimé correctement le prix d'une maison dans une demande de prêt dans laquelle la banque n'a même pas porté plainte et dans laquelle la banque a témoigné qu'il avait estimé correctement le prix de sa maison. Donc, on a eu vraiment une obstruction généralisée contre le chef de l'exécutif qui tranchait complètement sur la permissivité que l'État américain a offerte à George Bush fils à une époque en plus où on était sur une quasi-dictature, parce que George Bush fils, je rappelle, a commis des crimes de guerre, c'est révélé par Edward Snowden. C'est bien pour ça que des commentateurs ont dit, attendez, le premier président américain à être condamné au pénal, c'est pas pour les frappes de drones sur des mariages au Yémen, c'est pas pour les tortures, c'est pas donc pour Abu Ghraib, c'est pas pour avoir menti au public, c'est pas pour toutes les affaires foireuses de la CIA qui en dernier recours dépendent de l'exécutif, c'est pour une affaire d'accord de confidentialité avec une star du porno. D'accord. Donc là aussi, ça entache considérablement la crédibilité de l'appareil juridique américain. Mais donc, pendant ces 4 ans, Trump a connu tous les obstacles possibles, alors que George Bush fils, par exemple, lui avait connu la permissivité suprême qui s'appelle la théorie unitaire de l'exécutif. Aux États-Unis, vous avez certains constitutionnalistes qui considèrent que la Constitution américaine dispose, en substance, que tout ce que fait le président américain dans l'exercice de ses fonctions est légal parce qu'il est président. Et que même théoriquement, il pourrait tuer quelqu'un d'une balle dans la tête dans le bureau ovale, que ce serait légal. Et cette théorie unitaire de l'exécutif, qui était évidemment considérée comme complètement fringe, complètement comment dire, tendancieuse et à la marge dans les années 60, est devenue la norme sous Bush. Donc, c'est-à-dire que la permissivité de l'État profond à la politique de Bush fils était totale pendant ces 2 mandats. Et pendant le mandat de Donald Trump, au contraire, on a vu un barrage, un mur contre toutes les décisions qu'il pouvait prendre. Si Donald Trump est élu, dans l'actualité de la guerre en Ukraine, les plus bellicistes deviendront les Européens. Est-ce que l'Ukraine, dans ce contexte, pourrait encore gagner la guerre ou finalement est-ce que l'arrêt du soutien américain ou son amoindrissement, je dirais, finalement plierait le match? Alors, soyons très clairs, même si les Américains faisaient all-in conventionnel, pas nucléaire, hein, mais si les Américains faisaient all-in conventionnel sur l'Ukraine, ils perdent quand même. Et là, il n'y a pas le moindre doute. Il suffit de regarder les développements, parce que pendant qu'on parlait de Biden, de l'assassinat de Trump, etc., l'Ukraine, c'est une catastrophe. Entre le déploiement des bombes de 300 de 3 tonnes russes, les bombes planantes, et aujourd'hui, les effondrements des différents fronts, l'année dernière, c'était Bakhmut, aujourd'hui, c'est 10 Bakhmut en parallèle.
Et même à Kharkov, qui était une manœuvre de Maskirovka, c'était une manœuvre pour fixer les meilleures divisions ukrainiennes, enfin les meilleures brigades ukrainiennes, parce que évidemment, Kharkov c'est un symbole, c'est comme Verdun, on ne pouvait pas laisser faire ça. Bah, même Kharkov, qui était censé être simplement une distraction, les Russes sont en train d'y gagner du terrain. Donc aujourd'hui, c'est une catastrophe totale. Même si les Américains mettaient tout ce qu'ils ont en matière conventionnelle sur l'Ukraine, ils ne peuvent pas gagner la guerre et ils le savent. Et c'est bien pour ça que même Boris Johnson, comme l'a dit Régis Le Sommier, le cofondateur d'Omerta, les mouches sont en train de changer d'âne. Parce que Boris Johnson, qui était un faucon, qui avait demandé, alors là aussi c'était une théorie du complot qui a été authentifiée, démontrée comme réelle. Boris Johnson avait demandé au tout début de la guerre, quand Poutine pensait encore qu'il pourrait mettre un coup de pression à Zelensky pour obtenir un accord de paix, Boris Johnson avait dit à Zelensky, ne faites pas d'accord de paix. Donc c'était un faucon. Et aujourd'hui, Boris Johnson dit oui, oui, c'est très bien que Trump parle de paix, j'espère que les choses changeront, etc. Bon, il a fait cette déclaration sur X. Donc là, la guerre en Ukraine ne peut pas être gagnée. Maintenant, si l'Europe décide de prendre le relais des États-Unis, elle n'en a pas les moyens, ni humains, ni matériels, ni logistiques. L'Europe n'est en aucun cas, et d'ailleurs la Bundeswehr l'a clairement dit, hein, et quand Macron commençait à sortir des déclarations, enfin on sait maintenant, je veux dire que c'est ce qu'a dit Lavrov quand Zelensky a dit les Russes veulent nous bombarder nucléairement. Lavrov a dit, bon, vous savez, Zelensky dit beaucoup de choses selon ce qu'il a fumé, selon ce qu'il a sniffé, selon ce qu'il a bu. Bah, on voit que pour Macron c'est pareil, c'est-à-dire Bruno Le Maire nous disait qu'il allait effondrer l'économie russe, ensuite il a dit qu'il avait sauvé l'économie française, enfin... Vraiment, il faut avoir consommé de la malpresse, comme la malbouffe. Il faut avoir consommé 25 bars Kit Kat au petit déjeuner pour dire une connerie pareille. C'est le Kit Kat intellectuel de France Info ou de LCI qui a blanchi ces informations. Mais n'importe qui était un tout petit peu informé savait que c'était complètement bidon, que ce qui s'est vraiment passé, c'est que Renault, qui avait 20% de part de marché dans le secteur automobile russe, a tout perdu, et que la France est en récession, et que la Russie, elle, fait du 3,5. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Donc, dans ce contexte-là, la guerre en Ukraine ne peut pas être gagnée, sauf guerre nucléaire totale. Mais bon, le problème d'une guerre nucléaire, c'est que personne ne peut la gagner. Donc, c'est bien ce qu'avait dit Omar Bradley, le légendaire général Omar Bradley, qui s'appelait Omar en référence à Omar Khayyam, le grand poète soufi. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. La seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la faire. Donc, la guerre ukrainienne ne peut pas être gagnée sur le plan conventionnel, elle ne peut pas être gagnée sur le plan nucléaire, puisque personne ne gagne une guerre nucléaire. Donc, il faut faire la paix et vite, avant que l'Ukraine perde tout, ce qui va lui arriver si jamais elle continue. Au poker, c'est très rigolo de faire all-in, hein, sauf que si le type il a un flush royal dans la main, eh bah, si vous faites all-in, vous repartez sans votre chemise. Et c'est littéralement ce qui est en train de se passer en Ukraine. Tous les amis de l'Ukraine lui disent fais all-in, fais all-in, fais all-in. Mais n'importe quel gars qui sait jouer au poker, il sait qu'il ne faut pas faire all-in quand on a un 7 et un 2 dans la main. C'est pas possible de faire ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde a demandé à l'Ukraine de faire all-in, surtout tous les crétins nafos qui avaient un drapeau, parce que pour eux, c'était une façon de se racheter une vertu à pas cher. Vous savez, entre aller mourir sur le front ou être un diplomate légendaire qui va construire la paix et coller un drapeau bicolore sur sa biographie X, bon, bah évidemment, le calcul est vite fait. Il y a une des deux mesures qui est quand même plus simple que l'autre. Et donc, tout ce gang NAFO, la North Atlantic Fellow Organization, qui est une fermatrole, hein, concrètement, où on disait que les Russes faisaient des fermatrolles, bah regardez NAFO, ça vous convaincra. Parce que je rappelle que l'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui, hein, comme disaient des proches. Donc le méchant, c'est que Poutine. Jamais la CIA oserait commettre des méchancetés, ça va de soi. Eh bien, tous ces abrutis-là ont détruit l'Ukraine. Ils ont détruit l'Ukraine en l'incitant à faire all-in sur le plan humain, sur le plan économique et sur le plan politique. Et aujourd'hui, l'Ukraine, bah, comme tout crétin qui fait all-in avec une paire de 7, va se retrouver sans sa chemise. Et l'Europe ne pourra rien y faire. Idriss Aberkan, merci pour cet entretien. Je rappelle aux auditeurs de s'abonner à votre chaîne YouTube Idriss Aberkan et à votre autre chaîne YouTube Scanderia. Merci et à très bientôt. Merci, suivez Omerta, c'est vraiment une excellente chaîne. Bravo pour ce que vous faites.